Alors que le débat sur l'euthanasie revient sur le devant de la scène politique, de nombreuses personnalités proposent le recours de chacun à la rédaction de directives anticipées. Une idée d'apparence séduisante mais qui n'est pas sans poser de multiples problèmes juridiques et éthiques. Inefficace, trop cher, l'homéopathie fait débat depuis plusieurs mois. Un rapport de la Haute Autorité de Santé prévu pour juin laisse entendre que les médicaments de cette médecine alternative ne seront bientôt plus remboursés. L'objectif, une prétendue réduction des coûts pour la sécurité sociale. Une semaine après le regain de tension avec l'Iran, Donald Trump menace cette fois-ci la Syrie après des accusations d'attaques chimiques au nord du pays. Des menaces aux airs de guerre de communication pour assurer les intérêts états-uniens dans la région. Madame, Monsieur, bonsoir. En pleine affaire Vincent Lambert, la question des directives anticipées refait surface. Ces dispositions qui permettraient à tous de faire connaître ses choix en cas de maladie grave ou d'accident. Un dispositif qui n'est cependant pas exempt de tout reproche. L'affaire Vincent Lambert, d'un drame familial à un déballage public et au retour du débat sur l'euthanasie. Depuis plusieurs années, cette saga judiciaire et médiatique tragique agite le débat politique. L'enjeu, préserver le droit à la vie pour certains, défendre la mise en place d'une législation en faveur de l'euthanasie pour les autres. Alors que le maintien en vie de Vincent Lambert est assuré pour l'instant, le débat perdure et une idée revient sans cesse, la rédaction de directives anticipées permettant à chacun de choisir quel traitement lui sera appliqué en cas de maladie grave ou de situation dite de fin de vie. Une idée qui n'est pas nouvelle, mais directement issue de la loi Leonetti-Clay du 2 février 2016. Jean Leonetti, actuel maire Les Républicains d'Antibes et président du Conseil national des Républicains, mais, point idéologique non négligeable, qui a aussi été vice-président du Parti radical et proche de Jean-Yves Borloo, abonde dans ce sens. Pour lui, chacun doit écrire ses directives propres. Comprendre, les citoyens sont invités à écrire une sorte de testament sur leur volonté dans 2 cas repris sur les formulaires proposés sur le site du ministère de la Santé. Si la personne est atteinte d'une maladie grave ou si elle pense être en fin de vie. Le document ne précise cependant pas ce qu'est une maladie grave. Ainsi, la gravité pourrait très bien être la perte de la vue, qui n'empêche pas de vivre, comme un coma. S'agissant de la seconde hypothèse, si la personne pense être en fin de vie, la notion de fin de vie reste tout à fait subjective également. Mais le modèle proposé n'est qu'un modèle et les directives anticipées peuvent être données sous plusieurs formes et peuvent tout à fait être rédigées sur papier libre. À ce propos, le site du ministère de la Santé préconise de le déposer dans un lieu facilement accessible sans autre précision. Un flou qui ne favorise apparemment pas le recours à ce procédé puisque seuls 13% des plus de 50 ans y auraient recours en France. À ces problèmes de subjectivité de la situation de la personne s'ajoute une multitude d'interrogations. Ainsi, de la même manière que pour le testament sur papier libre et non déposé chez le notaire, les directives anticipées sur papier libre n'apportent que peu de garanties. Il faudra ainsi prouver que le document n'est pas un faux, que le document n'a pas été écrit sous la contrainte ou sous une quelconque influence. La proximité avec les problématiques de droit des successions est ici centrale. Ajouter à ces éléments de forme le problème de compatibilité des directives anticipées avec la loi. En effet, si une personne demande une euthanasie active en cas de maladie d'Alzheimer, sa demande contrevient au droit et est donc illégale. Demeurent également une multitude de questions d'ordre éthique. En effet, si une personne écrit vouloir ne pas être maintenue dans un état de coma à un moment donné, celle-ci peut changer d'avis sans nécessairement formaliser ce changement par écrit. Quel élément sera alors retenu? La dernière volonté exprimée oralement à des proches ou un écrit rédigé plusieurs années, voire décennies en arrière? La rédaction de directives anticipées, si elle peut paraître séduisante au premier abord, s'avère finalement très complexe à mettre en œuvre. Un flou qui profite aux défenseurs de l'euthanasie. Ainsi, Jean-Luc Romero et son association ADMD militent pour la rédaction de ces directives. Autre argument largement avancé, une majorité de Français serait en faveur de l'euthanasie. En plus des enquêtes d'opinion à prendre avec des pincettes, cette affirmation semble battue en brèche par le faible nombre de Français ayant rédigé leurs fameuses directives anticipées. Même les meilleurs d'entre nous n'y ont pas eu recours, c'est dire. Je me suis rendu compte que je n'avais pas rédigé, je faisais partie des Français qui n'avaient pas rédigé de directive anticipée. Vous allez le faire? Et je vais le faire. Enfin, un paradoxe entoure le débat autour de l'euthanasie, celui de la place donnée à la loi et au corps médical. Alors que l'État et les milieux médicaux font l'objet d'une défiance générale de la part de la population, défiance qui s'incarne à l'égard de l'État par la montée en puissance de mouvements comme les Gilets jaunes et pour le milieu médical par la remise en cause des politiques de santé publique, notamment de la vaccination massive, légiférer en faveur de l'euthanasie reviendrait à consolider
la force publique et le pouvoir d'un corps médical largement contesté. Haro sur l'homéopathie. Alors que des voix s'élèvent dans le débat public pour critiquer l'homéopathie, la Haute Autorité de Santé serait en passe de réclamer la fin des remboursements de ces médicaments par la Sécurité sociale. Décryptage d'une étonnante priorité de santé publique. L'homéopathie dans le collimateur d'Agnès Buzyn. Alors que la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé doit rendre son rapport début juin, des indiscrétions ont déjà indiqué que les médicaments homéopathiques pourraient bien être exclus du remboursement de la Sécurité sociale. Jeudi dernier, le jour des révélations, le leader du marché, les laboratoires Boiron, ont suspendu leur cours à la bourse en dénonçant une violation du secret. Dans un communiqué commun, les fabricants Boiron, Lenning et Velleda ont affirmé que le média, en l'occurrence France Info, avait été informé de la décision de la Haute Autorité de Santé alors qu'eux-mêmes n'avaient reçu aucun document. De son côté, la HAS a déclaré avoir transmis l'avis préliminaire aux 3 laboratoires par courriel. La recommandation quant au déremboursement de l'homéopathie s'appuierait donc sur le fait que son efficacité ne serait pas prouvée. L'objectif affiché serait d'alléger le poids financier sur la sécurité sociale. Pourtant, si l'on observe les chiffres, le marché du médicament en 2016 représentait près de 55 milliards d'euros, dont 66 millions seraient occupés par l'homéopathie. Si l'on s'intéresse strictement au remboursement, sur les 18 milliards dépensés par la Sécurité sociale, 55 millions seraient alloués aux médicaments homéopathiques, soit 0,3%. L'affaire n'est donc pas strictement financière. Déjà en mars 2018, des professionnels de santé s'étaient offert une tribune dans le Figaro pour dénoncer le coût pour la santé publique de l'homéopathie, allant jusqu'à évoquer des procédés de charlatans coûteux, irrationnels et dangereux, et une discipline ésotérique. Les scientifiques répétaient ainsi à plusieurs reprises que l'homéopathie était inefficace en dehors, et c'est là ce qui importe, de l'effet placebo. Ainsi, des patients convaincus de l'efficacité de cette méthode alternative se sentiraient mieux en l'utilisant. Pour l'heure, force est de constater qu'il n'existe pas d'études capables de mettre en avant les procédés chimiques mis en place par l'homéopathie dans l'organisme pour guérir. Pour autant, ces scientifiques vent debout contre cette pratique semblaient accepter de reconnaître ce fameux effet placebo. Dans le guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux, le professeur Philippe Even affirmait qu'un médicament sur 2 était inefficace, soit parce que l'action thérapeutique n'avait pas été démontrée, c'est le cas d'un quart de ces derniers, soit parce qu'ils étaient mal prescrits. Les chiffres présentés par la Haute Autorité de Santé permettent d'ailleurs de comprendre en partie ce constat étonnant. En effet, lors de sa mise en vente, un médicament se voit attribuer une AMM, une autorisation de mise sur le marché. À cela est assortie une note de ASMR, amélioration du service médical rendu, entre 1 et 5, du plus ou moins innovant. C'est ainsi que l'on observe que les médicaments classés 1 ou 2, c'est-à-dire apportant une véritable plus-value pour la santé des patients, n'a pas dépassé les 10% des médicaments mis sur le marché depuis au minimum 10 ans. 50% des mises sur le marché concerneraient même des médicaments dont l'amélioration sur service médical est jugée inexistante. En 2019, c'est la célèbre revue Prescrire qui s'attaque au totem pharmaceutique avec une liste de près de 100 médicaments considérés comme plus dangereux qu'utiles, c'est-à-dire comme répondant défavorablement à la fameuse balance bénéfice-risque très usitée dans les débats sur la vaccination. Des antitussifs aux propriétés neuroleptiques, des décontractants musculaires provoquant des dépendances à cause des psychotropes. On pourrait aussi regarder parmi les scandales sanitaires de ces dernières années, Mediator, Levothyrox, Dépakine, combien de laboratoires d'homéopathie sont concernés ? Aucun. Ainsi donc, certains médicaments classiques sont en vente, remboursés par la Sécurité sociale malgré des effets secondaires négatifs avérés pour la santé. Mais le ministre Agnès Buzyn juge prioritaire de réguler l'homéopathie, qui, à défaut d'avoir prouvé son efficacité chimique, a au moins fait montre de son caractère inoffensif. Une décision qui pourrait donc, à l'inverse de l'effet escompté, renforcer la défiance à l'égard de la médecine générale. Donald Trump bombe le torse au Moyen-Orient. Après avoir engagé un bras de fer avec l'Iran, les États-Unis ciblent à nouveau la Syrie, évoquant une hypothétique attaque chimique au nord du pays. Thibaut Bastide.
Washington rejoue la partition syrienne. Mardi, le département d'État américain a évoqué une attaque présumée au chlore dans le nord-ouest de la Syrie au matin du 19 mai. Des soupçons d'attaque chimique visant implicitement le pouvoir du président syrien Bachar al-Assad. En effet, immédiatement, le porte-parole de la diplomatie états-unienne, Morgan Ortagus, a déclaré que si le régime Assad avait bien fait usage d'armes chimiques, les États-Unis et ses alliés répondraient rapidement et de manière appropriée. Comprendre des représailles. Le président américain avait déjà ordonné à 2 reprises des frappes contre des cibles institutionnelles. En avril 2017, après une supposée attaque au gaz sarin, et 1 an plus tard, avec la France et le Royaume-Uni, en réaction à une supposée attaque chimique contre des civils à Douma, alors même que l'implication de l'État syrien n'a jamais été prouvée. Ainsi, les nouvelles menaces de Donald Trump à l'égard de la Syrie revêtent l'aspect d'une guerre de communication, avec en toile de fond l'allié israélien. En effet, depuis 2 semaines, le pouvoir américain apparaît obsédé par les enjeux au Moyen-Orient, comme en témoignent les tensions persistantes avec l'Iran et l'annonce du renforcement de la présence militaire américaine dans la région. Selon Richard Labévière, consultant international et spécialiste du Proche-Orient, ces nouvelles menaces à l'égard de la Syrie s'inscrivent parfaitement dans ce contexte. Il y a une montée en gradation que Netanyahou veut absolument une guerre contre l'Iran et donc les Américains, en déployant un groupe aéronaval, donnent des gages. Donc il y a une convergence entretenue par Washington entre Israël et les pays du Golfe contre l'Iran. Et il est clair que, si vous voulez, cette posture sur le prétendu usage d'armes chimiques en Syrie fait partie de la panoplie, dans la mesure où tout ce qui peut affaiblir la Syrie, partenaire stratégique de l'Iran et de la Syrie dans la région, évidemment, s'intègre parfaitement dans le spectre de menaces et de positionnement des États-Unis dans la région aujourd'hui, bien sûr. Une guerre de communication, mais également une guerre idéologique. En effet, selon Richard Labévière, il s'agirait également d'assurer les intérêts de son allié israélien avec une portée électoraliste pour Donald Trump. Non, c'est simplement l'administration Trump continue à gérer la question de la sécurité en Israël comme une question de politique intérieure. Donc, si vous voulez, n'oubliez pas que 25% de l'électorat de Trump est néo-évangéliste, c'est-à-dire farouchement et inconditionnellement en faveur d'Israël, mais plus que d'Israël, mais du Likoud, du grand Israël, d'Eretz Israël et de la politique de Netanyahou. Donc, si vous voulez, c'est les gages donnés par Trump à Netanyahou, c'est le fait d'entériner l'occupation du plateau syrien du Golan par Israël, c'est l'inscription des passes d'Aran sur la liste des organisations terroristes. Enfin, selon la constitution syrienne, les passes d'Aran, c'est un corps d'élite de l'armée iranienne. C'est comme si on mettait les Marines américains sur la liste des organisations terroristes européennes. Si ces menaces apparaissent avant tout comme une tentative d'intimidation, elles pourraient néanmoins être suivies d'actes. En effet, les États-Unis ont déjà prouvé qu'ils n'avaient aucun mal à s'en prendre au pouvoir de Damas, malgré l'absence totale de preuves. Cependant, depuis 2 ans, le contexte a bien changé. Sur la Syrie, ils sont toujours capables de monter une opération en essayant, comme ça a été fait dernièrement, associant des Européens, Britanniques et Français. Ça, ils peuvent très bien reprogrammer une opération aérienne au missile de croisière en avertissant les Russes auparavant pour que ça ne fasse pas de trop de dégâts comme ça l'a été la fois précédente. Donc ils peuvent tout à fait s'inscrire dans cette logique-là, sauf que là, les Russes, de nouveau, durciront peut-être le trait et la réaction. Mais je vous dis, là, ils peuvent toujours considérer la Syrie comme un terrain de jeu, sans trop de conséquences. On l'a déjà vu, il y a un précédent, il y a une jurisprudence stratégique, si j'ose dire. On peut toujours envisager qu'ils réitèrent une opération ciblée sur la Syrie. Et encore, aujourd'hui, le contexte a énormément changé et serait quand même beaucoup plus compliqué que l'opération précédente sur le plan géopolitique et diplomatique, dans la mesure où maintenant il est clair qu'on est entré dans une dynamique de reconstruction politique et économique de la Syrie et qu'on ne voit pas très bien, si vous voulez, les cibles que pourraient désigner les Américains, sinon des poulaillers vides ou des cages à lapins.
Une possibilité d'attaque de moindre ampleur que par le passé, une hypothèse qui n'est pas à exclure, surtout dans le contexte irano-américain actuel. En effet, la Syrie apparaît comme une cible de choix pour les États-Unis, alors qu'une attaque frontale sur l'Iran aurait des conséquences bien plus lourdes. Sur l'Iran, c'est une autre paire de manches, parce que là, les généraux du Pentagone ne sont pas fous et savent très bien qu'une guerre contre l'Iran, ça serait pas la même chose que déclarer une guerre contre le Liban ou faire quelques frappes en Syrie. Parce que là, une guerre contre l'Iran, c'est immédiatement un minage du détroit d'Ormuz, c'est des missiles de moyenne et longue portée contre les terminaux pétroliers et gaziers saoudiens, voire contre le territoire israélien. Et là, on part dans un effet domino, une escalade qui contamine toute la région. Donc là, on est dans un autre cas de figure. Donc là, c'est pour ça que les militaires américains sont beaucoup plus prudents concernant l'Iran. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref avec Florian Jeanne. Theresa May abat sa dernière carte. Mardi, le Premier ministre britannique a présenté un nouveau compromis offrant des concessions à l'opposition, notamment la possibilité d'un second référendum, ainsi que des arrangements douaniers proches des souhaits du Parti travailliste. Elle a ainsi appelé les députés à ratifier son projet, affirmant qu'ils pourront l'amender plus tard grâce au référendum, une stratégie qui vise à convaincre certains élus de l'opposition de voter pour le projet gouvernemental. Mais en concédant trop au Parti travailliste, Theresa May risque de se mettre à dos son propre camp. British Steel, repreneur d'Ascoval, officiellement en faillite. Ce mercredi, l'entreprise de sidérurgie a déposé le bilan. L'accord pour un plan de sauvetage avec le gouvernement britannique a échoué à aboutir et l'État a refusé de leur fournir l'aide demandée, s'élevant à 34 millions d'euros. En France, l'usine du groupe ne sera a priori pas affectée, dépendant d'une structure juridique différente. Un CRS aux assises. Lundi, un brigadier chef déjà mis en examen en 2017 a été renvoyé devant une cour d'assises où il sera jugé pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Le policier de 50 ans est accusé d'un lancer injustifié d'une grenade dont l'explosion a causé la perte de l'œil d'un manifestant lors d'un rassemblement contre la loi travail en septembre 2016. Il est persuadé d'avoir lancé une grenade pour se protéger. Elle a atteint la victime par accident, a déclaré l'avocat qui entend contester l'appréciation juridique des faits. Licenciés pour avoir refusé de travailler le dimanche, 2 salariés d'un hypermarché Cora, situé près de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine, ont refusé de travailler le dimanche et ont été licenciés par l'enseigne avec pour motif faute grave. L'affaire se poursuivra donc devant les prud'hommes. Le syndicat CFTC, en pointe contre le travail dominical, dénonce le procédé du groupe Cora. La centrale avait mis en garde contre les dérives de toute législation allant dans ce sens depuis plusieurs années. Les sièges d'Intermarché et de Casino perquisitionnés. Des enquêteurs envoyés par la Commission européenne ont procédé mardi à des visites saisies au siège des enseignes à Paris, Saint-Étienne et Bondoufle. L'enquête concernant leur centrale d'achat commune Inca, à laquelle ils ont mis fin l'an dernier. La Commission européenne a expliqué dans un communiqué craindre que 2 épiceries de détail n'aient violé les règles antitrust de l'Union européenne qui interdisent les ententes et les pratiques commerciales restrictives. Une erreur à 3 millions pour Amazon. Le géant américain devait être exonéré de la taxe d'aménagement pour la construction d'un entrepôt dans l'Essonne. Un simple formulaire, l'accord était scellé, mais le groupe n'a pas coché la bonne case sur le formulaire délivré par la ville. Une case à 3 millions donc, mais il en faudrait plus pour faire trembler la firme dont le bénéfice net en 2019 a déjà atteint les 3 milliards d'euros.
Le directeur général de Bein Sport, mis en examen pour corruption, Youssef Al-Obeidli, est soupçonné d'être impliqué dans une distribution de pots de vin visant à l'obtention par le Qatar de l'organisation des mondiaux d'athlétisme. Le Qatari Al-Obeidli est également membre du conseil d'administration du Paris Saint-Germain. Le président du club, Nasser Al-Khelaifi, a d'ailleurs été entendu en tant que témoin dans l'affaire. Ben Carson confond un terme juridique avec un Oreo. Le secrétaire du logement et au développement urbain du président états-unien Donald Trump n'a pas échappé aux moqueries sur les réseaux sociaux. Lors d'une réunion sur le logement au Congrès, la démocrate Katie Porter l'a interrogé sur les RIO, un sigle utilisé dans l'immobilier pour désigner une saisie. Quand elle lui a demandé ce que signifient ces 3 lettres, le secrétaire confond avec les gâteaux Oreo. Après l'audience, il a tweeté ironiquement proposant d'envoyer quelques-uns de ces gâteaux à Katie Porter. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Docteur en droit, Valérie Bugot publie un ouvrage détonnant, Les raisons cachées du désordre mondial. Les raisons cachées, c'était en réalité pour mettre en avant, ce qui n'est jamais fait, le rapport de force, la réalité des forces en présence, par le biais de la monnaie et de l'économie, au niveau politique et au niveau non seulement national, mais également mondial. Voilà, parce que moi, mes travaux ont commencé évidemment dans le cadre national, mais ayant approché d'assez près les questions de prix de transfert et de fiscalité internationale, je me suis rendu compte que le problème était beaucoup plus vaste et que la France n'était pas grand-chose, qu'un élément parmi beaucoup d'autres, de cette problématique d'ensemble qui est tout à fait radicale et cachée. Et puis ce soir, vous avez également rendez-vous avec Perle de Culture. Anne Brassier célèbre le musicien Claude Dubosc, puis reçoit Guillaume de Thieulois et Stéphanie Bignon pour évoquer le cas Vincent Lambert et l'incendie de Notre-Dame. Et puis tout de suite, évidemment, la France de Campagnol de Christian Combaz et mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. À présent, c'est le moment de se quitter. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. En apprenant le 19 avril dernier que le président de la République avait gagné 3 points dans l'opinion, j'ai fait, pour pouvoir vous en parler ici, ce qu'on devrait faire plus souvent. Je me suis posé la question, il a gagné 3 points pour quel institut de sondage, des points gagnés auprès de qui, selon quelle méthode de calcul, etc., etc. Et une fois de plus, vous allez me dire, enfin les plus macroniens d'entre vous me diront, mais qu'est-ce que vous avez à vous pencher comme ça tout le temps sur la popularité du président? On est quand même un peu loin de votre chronique villageoise. Ben non, on entend la cloche déjà. Vous en profitez pour faire de la politique. Alors je réponds, non, je ne sors pas du tout de mon jardin provincial et villageois. Je voulais simplement savoir un truc qui me chagrinait, c'est que lorsqu'on lit sous une enquête de ce genre échantillon de 1002 personnes représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus, il y a 2 mentions. La première sur ce qu'ils entendent par représentativité de l'échantillon, sexe, âge, profession, région, etc. Et la deuxième est relative à la façon dont ils ont recueilli l'opinion des gens. Et là, accrochez-vous, c'est soit par téléphone, soit par Internet. Donc ça veut dire déjà que si BVA interroge les gens par téléphone, la fameuse représentativité ne tient aucun compte des Français qui sont sur liste rouge et de ceux qui sont inscrits sur Blocktel ou l'équivalent, un service qui filtre les propositions commerciales et donc les enquêtes téléphoniques. Dans mon entourage, disons sur 10 personnes, il y en a au moins 5 qui sont dans ce cas. Donc j'estime que lorsqu'il s'agit d'interroger les gens sur la popularité du président, l'Institut se prive d'une moitié des 60-80 ans pour cette seule raison. Eh bien, est-ce bien raisonnable et surtout est-ce bien honnête ? Deuxièmement, et c'est le même principe, mais c'est beaucoup plus grave,
et là vous allez voir qu'on est en plein dans le sujet de la France oubliée, de Campagnol et de la façon dont les pouvoirs publics enjambent les préférences d'un tiers de la population, l'enquête est réalisée la plupart du temps par Internet, ce qui veut dire que les gens qui n'ont pas Internet, ou un Internet minable, ne sont pas invités à donner leur opinion sur le président de la République, et que parmi les gens qui ont Internet, il faut encore qu'ils aient consenti à être interrogés par un institut de sondage, ce qui exclut les rouspéteurs. Or, justement, il y a de fortes chances que les rouspéteurs soient les premiers à avoir une mauvaise opinion du président. Mais ça tombe bien, on ne les interroge pas. Alors vous allez me dire, comment savez-vous tout ça? Et là, je suis obligé de me plier à la règle actuelle qui veut que n'importe quel dans le clampin assez malveillant à table chez des amis ou sur un plateau de télé essaie de déstabiliser un type comme moi qui affirme quelque chose en lui disant « Est-ce qu'on peut savoir quelles sont vos sources ?» Ça fait toujours bien, ça. Maintenant, c'est très moderne. Le type qui pose ce genre de questions d'un air goguenard, à l'air sorti de HEC pendant 4 minutes, et souvent celui qui vient de proférer une affirmation est obligé de battre en retraite, notamment sous la pression des femmes, adeptes de la secte Macron, qui sont nombreuses, et qui lui disent « Tu vois, fallait pas croire les fake news ». Heureusement, on a des sites maintenant qui font le point, etc. Eh bien, mes sources, j'en ai, c'est tout simple, c'est le directeur général adjoint de BVA Opinion, et pendant les dents pour le type au bout de la table, donc ce monsieur de BVA que j'ai eu au téléphone a eu la courtoisie de me répondre, et il m'a confirmé qu'il y avait des angles morts dans la vision que son institut avait de l'opinion à un moment donné. Il était prêt à convenir, ce monsieur, que les exemples que je citais échappaient au radar de ses services. Évidemment, il a minimisé l'incidence sur le résultat final. Il a ajouté que leur méthode, même imparfaite, permettait de dégager une tendance de fond. Mais pour ma part, je maintiens que lorsqu'on fréquente à la fois le tissu rural, et dans le tissu rural, la frange la plus rétive à tout ça, celle des rouspéteurs et des vieux, soit la moitié de la population, on est vite persuadé que lorsque le président gagne 3 points d'opinion favorable, c'est parmi les autres, les gens qui attendent le bus à Sarcelles, qui passent leur temps devant la télé-réalité, qui attendent en salle d'embarquement à Roissy, mais jamais auprès de ceux qui ont 150 € pour finir le mois, qui n'ont pas d'internet, qui sont à la charge de leurs enfants et qui vivent grâce au Resto du Cœur. Donc par définition, si vous voulez restaurer l'image du président en cas de mesure un peu démagogique, il vous suffit d'aller interroger plus les premiers que les seconds pour que l'opinion favorable au président remonte tout en restant parfaitement cantonnée à la méthode dite des quotas, c'est-à-dire tant d'ouvriers, tant de vieux, tant de cadres, etc. Vous ajoutez à ça que la plupart des instituts de sondage appartiennent, j'y peux rien, à des amis du président, et vous avez le tableau complet, un tableau où la nation sort tellement du cadre qu'elle ne fait même plus partie de l'exposition. Abonnez-vous, merci. Nous vous l'annoncions, c'est désormais chose faite. Dans une affaire concernant la gestation pour autrui, dite GPA, la Cour européenne des droits de l'homme, ou CEDH, vient officiellement d'imposer l'obligation de reconnaître une filiation avec ce qu'on appelle la mère d'intention. C'est la victoire de l'idéologie du projet parental sur la nature, le sang et le bon sens. La Cour européenne établit donc en bonne logique que les enfants nés par GPA peuvent être transcrits sur les registres d'état civil et adoptés. Une femme peut reconnaître le fils accouché par une autre femme à travers la pratique de la gestation pour autrui et se voir ainsi reconnaître le statut de mère de l'enfant, alors même qu'elle n'a strictement aucun lien biologique avec lui. Un pas très politique vient d'être franchi et il n'est pas étonnant que les associations de familles homoparentales crient à la victoire. L'avis consultatif ainsi rendu est considéré comme valide pour les 47 États membres du Conseil de l'Europe. La Cour ne se prononce pas sur les modalités d'établissement du lien de filiation. Elle laisse chaque pays se dépatouiller toute seule. Sacré Ponce Pilate, va. Ainsi, en France, où la filiation par GPA n'est pas censée être reconnue, il faudrait normalement passer par l'adoption. Petit problème, l'adoption exclut, encore mais jusqu'à quand, les couples non mariés et les femmes seules.
Ainsi, la Cour pousse autant qu'elle le peut en faveur d'une transcription des enfants nés par GPA dans l'état civil, mais les modalités pratiques, finalement, elle ne les impose pas. Comme toujours, un bouleversement de notre droit national s'impose. Cela dit, la France y viendra forcément, elle n'a pas le choix, c'est cela la liberté aujourd'hui. Liberté, que ne fait-on en ton nom? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.